Bonjour à tous, si vous nous rejoignez dans Tout est politique. Notre invité cette semaine, Arnaud Danjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen UMP, membre de la Commission des Affaires étrangères et de défense au Parlement européen. Le président de la République, François Hollande, a bien insisté lorsqu'il a accueilli l'ancien otage Serge Lazarevic à l'aéroport de Villacoublay qu'il ne restait plus aucun otage français aujourd'hui. Vous êtes un ancien membre de la DGSE. Pensez-vous que ça risque de recommencer ? Ah oui, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Le risque est fort ? Le risque est très fort, puisque la France est engagée militairement sur plusieurs fronts. Au Sahel, bien évidemment. Elle est engagée en Irak. Donc des fronts où il y a des mouvements islamistes et terroristes qui font de la prise d'otages soit un marché comme AQMI au Sahel, soit, j'allais dire, un argument de recrutement et de radicalisation comme l'État islamique. Donc oui, le risque est évidemment très très fort, sans compter d'autres endroits où les Français se sentent peut-être moins exposés parce qu'il n'y a pas d'action militaire directe, mais où on sait que des groupes sont actifs. Je pense à Boko Haram ou en Algérie. Oui. Voilà. Vous disiez à l'instant, la guerre est loin d'être terminée, ce que disait Elisabeth aussi, et on est tout à fait d'accord. Est-ce que finalement on n'a quand même pas eu de la chance là? Parce que Lazarevic a été détenu par AQMI, mais ce n'est pas la branche d'AQMI qui vient de s'allier au front à l'État islamique, à Daesh. Donc finalement, tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'il y a eu une rançon. Est-ce que vous êtes d'accord avec 20 millions d'euros et qu'on a fait libérer 4 terroristes islamiques des geôles de Bamako qui étaient impliqués dans l'enlèvement même de Lazarevic? J'ai aucune information précise, bien évidemment. Comment ça se passe? Je pense les que moi, j'ai jamais participé à ce genre de négociations. C'est effectivement les services qui le font. Ils sont là pour ça. Ils le font bien. D'ailleurs, il faut chaque fois le souligner que les services français travaillent bien pour localiser les otages. Alors, sur ce point précis, tout le monde a l'air d'être sûr qu'il y a eu rançon et libération de prisonniers. Encore une fois, je n'ai pas d'informations. Ce qui est certain, c'est que les terroristes ne sont pas des philanthropes, donc ils ne vont pas relâcher leur otage sans contrepartie. Donc il y a contrepartie, c'est une évidence. Maintenant, quelle est-elle? Financière, politique parfois, il s'agit juste d'une attitude ou de messages politiques, locaux d'ailleurs, avec le Niger, avec le Mali. On sait que les autorités nigériennes, le président Issoufou a joué un rôle majeur. Avec toujours ce fameux Touareg ministre qui connaît toutes les filières. Mais le Niger joue un rôle clé dans la région. D'ailleurs, l'approche du président Issoufou et de son équipe par rapport au problème Touareg, qui reste le problème central par rapport à toute cette région. J'allais dire que les problèmes terroristes se greffent sur un problème structurel qui est le problème Touareg, qui a été, je ne dirais pas réglé, mais qui est géré au Niger de façon un peu plus subtile qu'il ne l'est dans d'autres pays de la région. Ce qui explique que le Niger est relativement épargné pour l'instant par les problèmes qu'ont pu connaître ses voisins. Donc ils ont joué un rôle. Quelle est la nature de la contrepartie? Je ne le sais pas. L'ampleur de la contrepartie, je ne la connais pas. Et on ne la connaîtra jamais? Non, et j'allais dire c'est aussi bien ainsi. Pourquoi c'est aussi bien? Parce que je crois que dans ces affaires, c'est la discrétion qui est la prime de l'efficacité. Mais ça n'empêche pas d'autres prises d'otages. Oui, mais vous savez, on sous-entend qu'il y a peut-être une négociation. Mais rien n'empêche. Rien n'empêche les prises d'otages. Regardez, la doctrine américaine et britannique, c'est on ne négocie pas. On ne négocie pas. On négocie pas et il n'y a pas de contrepartie. Ça n'empêche pas qu'ils ont des otages. Parce qu'il y a des groupes qui sont dans des logiques de prise d'otages non financières. Je pense par exemple à l'État islamique, visiblement par rapport à leurs derniers assassinats, aux dernières actions qu'ils ont conduites. Les otages, pour eux, ne sont pas forcément une monnaie d'échange ou la source de contrepartie. Ils sont d'abord un vecteur l'incarnation de l'Occident. Et donc, eux choisissent par exemple la voie extrêmement brutale de l'assassinat. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucune doctrine qui vous prémunit contre la prise d'otage. Là, Hollande remercie tellement le président Issoufou, le président du Niger. Il dit on n'a pas payé de rançon, mais quand même, quand on l'écoute, on a le sentiment que c'est le Niger qui a fait payer par je ne sais qui. Après, vous avez des subtilités sémantiques, mais qui rejoignent une complexité réelle, qui est l'État français ne paye pas de rançon, ce qui est sans doute vrai. Peut-être que d'autres le font. Arnaud Danjean, la publication d'un report accablant du Sénat américain sur les méthodes de torture de la CIA suscite une grande émotion et de profondes interrogations. Comment expliquez-vous qu'une si grande démocratie puisse en arriver à cela? Replaçons-nous dans le contexte. Le contexte de post-2001, le traumatisme qui a été celui des Américains, j'allais dire la guerre tous azimuts contre le terrorisme qui a été lancée à l'époque par une administration qui avait... Très guerrière, George W. Bush. Bush et j'allais dire encore plus Cheney et Rumsfeld. Donc on avait quand même des équipes sans aucun scrupule, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des ornières idéologiques très fortes. Donc moi je crois que le contexte explique beaucoup de choses. Il n'y a rien qui l'excuse, ça l'explique, mais ça ne l'excuse pas. Je crois malgré tout, et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses, que c'est à l'honneur de la démocratie
anti-américaine que de mettre ça aujourd'hui sur la place C'est publique. très étonnant. Oui, mais attendez, vous dites que c'est à l'honneur de la démocratie américaine. Très bien. De faire son mea culpa, enfin de voir ce qui ne va pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit quand même d'une affaire de règlement de compte avec les républicains qui sont majoritaires? Parce que regardez, la personne qui a diligenté... Il y a effectivement, et je vois les réactions que ça provoque, y compris à l'intérieur de la CIA, je vois les réactions que ça provoque, et il y a effectivement cette dimension-là qui est inévitable, parce que c'est très politique. Maintenant, ce que j'observe aussi, c'est qu'un certain nombre d'élus républicains, et pas des moindres, notamment John McCain, qui va devenir le président de la commission des forces armées du Sénat, qui reprend de la vigueur avec la victoire des républicains lors des dernières élections de midterm. McCain a eu d'ailleurs, je crois, la posture la plus décente et la plus appropriée, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé, c'est un dévoiement des procédures, c'est un dévoiement de la lutte contre le terrorisme, et il faut en tirer toutes les leçons. Je crois qu'un pays gagne quand même, un pays s'honore à regarder la réalité en face. Vous n'avez pas été interpellé quand vous avez vu Dianne Feinstein, présidente de la commission du renseignement, démocrate pure et dure, qui a diligenté uniquement avec des démocrates. Franchement, ça sent, encore une fois, je reviens là-dessus, le règlement de compte politique. Oui, il y a certainement un aspect excessif dans le règlement de compte politique, mais on ne peut pas nier que cet examen de conscience soit quand même nécessaire. Si on en arrive à ce genre de choses, c'est aussi parce qu'il y a un malaise depuis une dizaine d'années et qu'il faut purger sans doute ce malaise. Le problème, c'est qu'évidemment... trancher dans le vif. Non, mais cette purge nécessaire, à mon sens, et qui peut avoir des effets bénéfiques pour les États-Unis, en revanche, est dévastatrice. Oui, voilà. Sur le plan international, parce qu'évidemment, on voit tout de suite, on a vu les réactions iraniennes, on a vu les réactions d'un certain nombre de pays afghanes, et évidemment, ce n'est pas pris comme un examen de conscience sanitaire. C'est un risque accru d'attentats anti-américains à travers le monde. Mais même de l'anti-américanisme primaire. Vous savez, l'anti-américanisme primaire, il se porte très bien, y compris en France, et j'allais dire, il n'avait effectivement pas besoin de ça pour se nourrir. C'est pour ça que moi, par rapport à cet anti-américanisme primaire, je préfère insister sur le fait que ce pays a quand même le courage de faire un examen de conscience, avec les excès que vous soulignez, évidemment, mais il a le courage de faire un examen de conscience. Je lisais hier sur les réseaux sociaux certains qui disaient, oui, j'aimerais bien que ceux qui stigmatisent les États-Unis pour ce qu'ils ont fait fassent aussi leur examen de conscience, parce qu'il y a peu de pays quand même au monde qui sont capables de faire ça. Donc moi, j'en retiens surtout ça. J'en retiens aussi une leçon par rapport à la lutte antiterroriste. Il faut se garder de la précipitation. Dès lors qu'on touche au domaine judiciaire, légal, il faut faire très attention. On ne combat pas le terrorisme avec les mêmes armes que le terrorisme. Ça, c'est pas vrai. Donc alors, on peut le combattre. Quoi pour vous, c'est une combinaison. C'est une combinaison d'actions militaires, comme ce qui est fait en ce moment en Irak et en Syrie, en connaissant dès le départ les limites de l'action militaire. Parce qu'il n'y a toujours pas de force terrestre. Et puis, il y a tout un arsenal juridique à mettre en place. Je trouve de ce point de vue que ce qui se passe en France est plutôt de bonne aloi. On arrive de façon bipartisane à enrichir et à durcir l'arsenal antiterroriste intelligemment pour faire face à la menace qui ne nous épargnera pas. Je veux dire, on n'a jamais infaillible à 100%. Mais je crois que la réponse juridique, elle doit être appropriée, bien travaillée, intelligente. La façon dont l'administration Bush à l'époque avait conduit sa guerre, j'allais dire sa croisade contre le terrorisme, comportait en elle-même, et même dans sa rhétorique même, des excès. Là, vous n'avez quand même pas le sentiment que l'examen de conscience que vous notez de la part des Américains, c'est quand même de l'eau à porter au moulin de tous ces islamistes radicaux. À court terme, à un moment donné, ils vont taper encore davantage sur l'Amérique. Regardez, on torture. À court terme, c'est évident. On a tous l'épisode d'Abu Ghraib. La prison d'Abu Ghraib. La prison irakienne d'Abu Ghraib en mémoire, qui avait provoqué immédiatement une recrudescence d'anti-américanisme. C'est inévitable. Mais encore une fois, je veux dire, l'anti-américanisme n'a même pas besoin de ça pour être bien nourri en ce moment. Je trouve qu'il se porte trop bien, y compris d'ailleurs dans notre pays, ce qui m'inquiète un petit peu. Arnaud Danjean, vous êtes député européen. Mercredi, le Parlement européen, justement, va débattre de la question ou non d'un État palestinien. La diplomatie européenne, du coup, aussi intervient et se mêle de cette question-là ? Alors, la diplomatie européenne s'occupe de cette question d'abord depuis longtemps. Madame Mogherini a effectué, et ce n'est pas anodin, son premier déplacement hors d'Europe en Israël et en Cisjordanie. Je crois que c'était un signal fort qu'elle voulait donner qu'il fallait compter avec l'Europe, et il faut compter avec l'Europe, évidemment. Pour ce qui est du Parlement européen, moi, je trouve que cette initiative n'est pas très heureuse, pour tout vous dire. C'est de la symbolique, de toute façon. C'est de la symbolique. On est toujours dans la symbolique, sur cette question-là. Mais pourquoi cette initiative moi, vous savez, je suis avant d'être un
un politique, j'étais plutôt un praticien, un modeste praticien de la chose internationale. Je me méfie toujours des effets d'annonce, des symboliques, des postures. Je vois toujours en quoi on peut être in fine utile, j'allais dire, aux événements. Donc c'est inutile. Et moi je pense que d'en débattre, c'est pas inutile. De mettre cette question à l'ordre du jour. Pourquoi c'est à la mode en ce moment? Pourquoi? C'est parce que la Suède l'a fait il y a quelque temps, la France aussi. Parler du processus de paix n'est pas inutile, parce qu'il y a des choses à faire sans doute pour le revitaliser, parce qu'il se porte bien mal, évidemment. Je ne crois pas que la façon dont on s'y prend aujourd'hui, c'est-à-dire la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien, d'un État palestinien qui est totalement virtuel, territorialement, politiquement, institutionnellement, je ne crois pas que ça soit la bonne méthode. Parce que je crois qu'in fine, en ce moment c'est le cas. Et donc moi, je suis de ceux qui disent la reconnaissance d'un État palestinien, évidemment, mais au terme d'un processus négocié. Est-ce que vous n'êtes quand même pas inquiet de l'avenir? Mais je suis très inquiet. On va repousser des élections, il y a des élections anticipées prévues pour le 17 mars prochain. C'est un laps de temps qui est à la fois court mais très long. Est-ce qu'il ne risque pas d'ici là d'avoir encore une radicalisation à Gaza, avec le Fatah que l'on observe, même, y compris d'ailleurs en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Non, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas la reconnaissance symbolique de l'État palestinien. Le vrai problème, c'est la substance politique des négociations. On a un problème aujourd'hui, il faut bien le reconnaître aussi, avec le gouvernement Netanyahou, qui ne joue pas le jeu, donc qui complique les choses. Les travaillistes joueront le jeu pour vous? J'en suis pas certain, mais je pense qu'on peut difficilement faire plus obstructionniste que ne l'est le gouvernement Netanyahou en ce moment. Donc ça, c'est un problème. Alors, il faut engager, il faut en parler, il faut inciter, il faut peut-être d'ailleurs durcir le ton. Du coup, l'Europe peut être un facteur facilitateur de justement de cela. Oui, c'est ce rôle qu'on devrait jouer. Et je ne pense pas qu'on joue pleinement ce rôle et qu'on le joue utilement. Encore une fois, le but, c'est d'être utile sur le terrain. Est-ce que ça sera utile sur le terrain que le Parlement à Strasbourg se prononce pour la reconnaissance? Sachant qu'en plus, il y a une question de forme. Il y a une question de forme, c'est que ce n'est pas au Parlement européen d'exprimer une reconnaissance. C'est une compétence des États membres. Voilà. L'Europe ne peut pas se substituer aux États-Unis, qu'on le veuille ou non. On le sait. Mais est-ce que l'Europe, je crois d'abord, il faut rappeler aussi que l'Europe est un énorme bailleur de fonds dans la région. C'est un partenaire commercial d'Israël très important. C'est un bailleur de fonds pour les autorités palestiniennes. L'Europe tient à bout de bras tout un pan de l'administration de l'autorité palestinienne. Donc je pense que l'Europe a légitimement un rôle à jouer. Il faut d'abord qu'elle accorde ses violons aussi. Je pense de ce point de vue, encore une fois sur ce sujet précis, que l'initiative unilatérale de la Suède, parce que là on parle bien d'une initiative du gouvernement suédois, donc qui avait une vraie portée politique beaucoup plus que les initiatives parlementaires, était très malheureuse parce que non coordonnée avec les autres partenaires européens. Finalement, aucun résultat sur donc moi je pense que les Européens ont déjà un travail en interne à faire avant d'afficher des positions symboliques qui ne vont rien changer sur le terrain. Et justement, ces positions symboliques ne risquent-elles pas d'importer le conflit, là justement en France, où on a encore eu une agression antisémite d'une violence inouïe à Créteil? Alors moi, je dois vous dire que je suis très inquiet, et je suis très inquiet. Non seulement il y a ces événements tragiques que vous mentionnez, Créteil et d'autres, avec des attaques antisémites caractérisées, ça c'est une inquiétude qui sont en augmentation, et c'est une inquiétude extrêmement forte, et je suis totalement indigné par cela. Mais ce que j'observe de façon plus insidieuse, c'est la façon dont toute une génération, en France, dans des zones qui n'étaient pas sensibilisées à cette actualité internationale auparavant, se radicalise aujourd'hui à travers des causes communautaires. Et ça, avec une polarisation qui devient de plus en plus forte. Et moi, je suis très inquiet. Je dois dire, anecdotiquement, j'ai été moi-même attaqué parfois sur des réseaux sociaux pour des positions qui passaient pour des positions pro-israéliennes, qui me semblaient simplement être des positions équilibrées et de bon sens, mais qui, pour une partie de la jeunesse française, parce que c'est de la jeunesse française, vous attaque sur un mode communautaire. Alors comment on lutte contre ça? Alors, j'allais dire, moi, en personne rationnelle, je pense que c'est la pédagogie qui est la clé de beaucoup de choses. Comment cette Alors, pédagogie? les médias à l'école, mais les personnalités publiques aussi ont un rôle. Et ça nous ramène au débat précédent et à la question précise de cette reconnaissance. Quand vous avez des personnalités publiques, politiques, qui organisent des débats dont elles savent très bien, pour certaines d'entre elles, qu'elles n'auront aucune utilité sur... Je pense qu'une partie de la gauche instrumentalise. Moi, je n'ai pas le nom des gens qui ont voté et porté les débats à l'Assemblée nationale. J'étais à Bruxelles, je faisais mon travail, je n'ai pas regardé ce qui se passait précisément à l'Assemblée nationale. J'ai entendu des discours, des appels à la reconnaissance qui étaient basés sur des postures. Leroux, par exemple. Sur des postures. Je ne peux pas dire précisément qui a dit quoi, mais il y avait des postures
qui sont proches des postures clientélistes. Moi, je le pense. Donc, vous êtes en train de dire clientélistes communautaires. Ils ont récupéré le dossier, le conflit, pour pouvoir faire passer leurs idées politiques. Moi, j'ai observé l'intérêt subi de beaucoup de gens pour le conflit israélo-palestinien, alors qu'on ne les entend pas sur des données plus techniques de ce conflit, qui mériteraient qu'on s'y arrête, plutôt que de se précipiter sur des postures, encore une fois, sur des postures symboliques. Il faut faire attention. C'est tellement passionnel, cette question, qu'il faut faire très attention à la parole publique. En quelques mots, 30 secondes, un petit mot sur M. Hollande, M. Poutine. Est-ce que vous croyez qu'Hollande a peut-être enfin compris les discussions avec Poutine? 30 secondes, je crois que tout ce qui permet de sortir de ce conflit le plus vite possible et par le haut est bienvenu. Je pense que c'est l'intérêt aujourd'hui de tout le monde, des Ukrainiens, des Européens et des Russes. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a convergence d'intérêts pour sortir de cette crise. Espérons que ça puisse se faire. Merci Arnaud Danjean. Merci d'avoir été notre invité cette semaine dans Tout est politique. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.